Alors bonjour et bienvenue à tous donc à bord d'un NIC-GC, donc un AGC thermique au départ de la gare de Neussargues et pour aller jusqu'au terminus Aurillac. Donc ici on ne voit pas bien mais le signal de sortie donc est ouvert, il se trouve tout au bout du quai là, sur la gauche, donc on le verra mieux tout à l'heure. Donc on se met en marche à une vitesse réduite, on va dire inférieure à 30 km/h, ce qui correspond à la vitesse maximum quand on est en marche à vue. Disons pour être sûr que c'est bien le signal qui s'adresse à notre voie, qu'il est bien ouvert. Et ensuite on est sur une voie limitée à 40 km/h, donc je suis jusqu'au dégagement des aiguilles. Donc là on approche de la pancarte libératrice, la pancarte R qui va nous permettre de reprendre notre vitesse une fois que la queue du train aura dégagé cette pancarte. Alors je vais tout de suite répondre à une question qui revient assez souvent, qu'on me pose assez souvent, c'est comment le conducteur de train sait que le dernier véhicule de son convoi a dégagé une pancarte, une aiguille, puisque là ici on a un automoteur, donc on connaît sa longueur, mais on peut avoir des trains plus longs. Donc en fait le conducteur il est toujours renseigné sur la longueur de son train. Si c'est un automoteur, il connaît la longueur de son automoteur. S'il en a deux, multiplie par deux. Et ensuite, si c'est des trains de voyageurs ou de marchandises, il est renseigné grâce à un bulletin de freinage sur lequel est repris la longueur. Donc il va prendre des repères sur la voie. Donc normalement, on devrait avoir des hectomètres. Donc tous les 10 mètres, on va avoir un repère. Donc il suffit de compter. Et ensuite le conducteur il peut prendre des repères par rapport aux poteaux caténaires par exemple sur les lignes électrifiées qui sont disposés à intervalles réguliers, et également par sa propre expérience il est capable d'évaluer la distance qu'il parcourt pour savoir s'il a bien dégagé. En règle générale, quoi qu'il en soit, le conducteur il garde toujours une marge de sécurité. Donc s'il a un train de 150 mètres, il va attendre 200-250 mètres pour être sûr d'avoir bien dégagé la zone avant de reprendre sa vitesse normale. Donc ici, comme on a vu sur la carte au début, on est au fond de la vallée. On n'a pas encore attaqué l'ascension du Lioran qui va commencer à la gare de Murat. Donc là la vitesse est limitée à 90 km/h, donc on approche d'une zone à 80 km/h, donc il n'y a que 10 km/h à perdre. Donc en général on fait ça avec le frein rhéostatique, donc le frein électrique de l'AGC. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un frein rhéostatique? Certains ne vont pas savoir. En réalité, on a plusieurs types de machines. Donc on a des machines électriques, des machines thermiques et des machines thermiques électriques. C'est-à-dire que ça va être un moteur diesel qui va entraîner une génératrice qui va fournir du courant pour les moteurs électriques. Donc c'est le cas de l'AGC. Si on prend le cas du 73 500, c'est un moteur thermique avec une transmission mécanique. Donc ce qu'on fait, c'est que sur un AGC qui a des moteurs électriques qui sont entraînés par une génératrice qui fabrique du courant, on va inverser le fonctionnement des moteurs, c'est-à-dire qu'un moteur, si on lui envoie du courant, il va se mettre à tourner, mais s'il tourne, il va fabriquer du courant. C'est le principe de la dynamo en fait. Comme il fabrique du courant, ça va créer un effort de retenue. En fait, ça va freiner le moteur. Il va avoir une résistance. Plus il va fabriquer du courant, plus ça va le freiner. Donc en gros, on va utiliser des moteurs comme des dynamos. Et ce courant, pour le dissiper, on va le dissiper dans des résistances de freinage. Donc qui vont freiner la sortie du courant, en gros, si on peut l'imager comme ça. Et ça va créer un effort de retenue.
et du coup le train va ralentir. Si on était sous caténaire, avec un train électrique, on pourrait utiliser donc le frein électrique et par récupération, c'est-à-dire qu'on peut renvoyer ce courant, si la machine est prévue pour, dans la caténaire. Donc le réutiliser pendant le freinage en fait. Alors bien entendu, le grand avantage de ce frein électrique, c'est que ça va permettre d'économiser des semelles de frein du train. Et donc c'est vraiment un freinage écologique, quoi. En plus, il est beaucoup plus doux. Donc l'inconvénient, on va dire, c'est qu'il freine que les essieux moteurs du train. C'est-à-dire que sur la GC, tous les essieux ne sont pas moteurs. Il y a des essieux porteurs qui eux sont équipés de disques de frein. Et ben ces essieux-là ne vont pas freiner. Donc on aura quand même moins de puissance de frein et il sera beaucoup plus sensible à l'enrayage. C'est-à-dire que quand le rail est mauvais, étant donné qu'on va avoir que quelques essieux qui vont freiner, on va avoir tendance à pouvoir s'enrayer. C'est-à-dire que même avec le frein électrique, on peut bloquer les essieux dans une certaine mesure. Donc à ce moment-là, il faudra reprendre le frein pneumatique. De même que le frein électrique ou rhéostatique, il va avoir plus la vitesse du train va baisser et moins il va être efficace. Normal puisque les moteurs vont fabriquer moins de courant en fait. Donc en dessous d'une certaine vitesse, on doit théoriquement ne plus l'utiliser. Voilà, donc néanmoins, ça reste un outil extrêmement pratique. Et quand on utilise la VI sur un train, c'est le frein rhéostatique qui va réguler la vitesse. C'est pas le frein pneumatique. Donc là, on approche de la gare de Murat. Donc la gare de Murat, du Lioran, de Vic-sur-Cère, qui sont entre Neussargues et Aurillac, comme la gare de Massiac qu'on a vu sur les vidéos d'avant, sont limitées à la vitesse de 40 km/h. Et cette vitesse, elle n'est pas reprise sur le terrain. Donc elle est reprise sur les fiches train. C'est le document horaire que possède le conducteur, sur lequel il est repris la vitesse à laquelle il doit franchir les gares, et également sur des documents qu'on appelle les livrets de ligne, sur lequel est repris aussi cette vitesse. Donc là, le conducteur, il a un repère de freinage, et avant la gare, il ralentit pour respecter cette vitesse maximum de 40 km/h sur les aiguilles de la gare.
Voilà, donc là, à la sortie de la gare de Murat, eh ben, on va avoir une légère pente qui va nous permettre de prendre de l'élan pour attaquer la rampe du Luran. Donc c'est une rampe à 30 pour 1000. Donc au chemin de fer, on ne parle pas en pourcent. C'est-à-dire que sur la route, on dit qu'on a une route qui fait 3%, 4%. Bon, en chemin de fer, ces pourcentages ils sont réduits du fait qu'on ne pourrait pas gravir des pentes de 9%. Donc on est beaucoup plus précis en fait, donc on parle en 1000. Donc par exemple, en du Luran, ça va être 30 pour 1000, puisqu'il peut y avoir des grosses différences entre une pente à 23 pour 1000 par exemple et 30 pour 1000. Donc il a fallu augmenter l'échelle pour être plus précis sur le degré d'inclinaison d'une rampe. Donc là, on est en plein dans l'ascension du Luran, donc dans la rampe. Donc la GC s'en sort très bien, hein, surtout quand le rail est bon, que le temps est sec. Il pourrait monter largement au-dessus de la vitesse. Donc de ce côté-là, la vitesse est limitée à 75 km/h. Donc il atteint aisément cette vitesse de 75 km/h. Alors malheureusement, tout n'est pas parfait, comme d'habitude. C'est-à-dire que le pare-brise n'est pas très propre. On a le soleil. Alors c'est bien parce que le temps est beau, mais en même temps, quand il est dans le pare-brise, ça fait des traces. Et le pupitre n'est pas spécialement bien cadré et en plus ça bouge. Voilà. Donc ça vous permet de voir les mouvements du train par rapport à la voie. Donc ici on n'est pas sur du LRS, du long rail soudé, on est sur du rail court avec des joints. Donc on voit bien quand il y a des défauts de nivellement ou au niveau des joints, on voit que le pupitre il descend, il remonte, ça fait des chocs. Ça permet de visualiser l'état de la voie en fait quand on roule. Donc là, on va pas tarder d'arriver à ce qu'on appelle un pas vapeur. C'est-à-dire qu'au temps de la vapeur, quand la ligne a été construite, pour ceux qui ont vu la série Voyage au cœur d'un volcan, cette ligne n'a plus de secret pour eux.
Donc ici on est au pas vapeur, c'est-à-dire qu'il y a un palier, la voie est plane à cet endroit-là, puisque on avait peur que les locomotives ne puissent pas monter d'un coup la rampe. Et ça permettait dans un sens de pouvoir reprendre de l'élan en cas de difficulté et dans un autre de pouvoir freiner si on avait des problèmes de freinage. Dans la réalité, heureusement qu'ils sont là, parce que même de nos jours avec du matériel moderne, quand le rail est mauvais et gras, on est bien content de pouvoir reprendre de l'élan au milieu de l'ascension. Notamment dans l'autre sens, quand on va redescendre sur Aurillac, on va avoir deux pas aussi, mais c'est les gares de Vic-sur-Cère et de Thiézac qui sont avant Vic-sur-Cère, la gare de Thiézac et de Saint-Jacques-des-Blas, et elles permettent également, dans le sens de l'ascension, de reprendre de la vitesse. Donc en fait, ces paliers sont bien utiles quand on a des déclivités importantes, comme ici. Alors forcément sur la caméra ça se voit pas, mais au niveau des moteurs ça se voit bien, parce qu'il faut vraiment y envoyer. Le train c'est lourd, il y a de la masse et il faut le faire grimper. Donc nous voilà arrivés au disque du Luran, donc le disque qui protège la gare du Luran, et nous approchons donc de la gare du Luran, le sommet, le point culminant de la ligne, donc la ligne qui va de Arvan à Aurillac. Donc là on repart de la gare du Luran et on va donc franchir le fameux tunnel du Luran qui a une longueur de plus d'1 km 500, ce qui est assez important, et en plus c'est un tunnel de haute altitude. Donc j'ai tout détaillé, on avait déjà tout détaillé dans le film Voyage au cœur d'un volcan concernant la construction de ce tunnel.
Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, la vitesse est limitée à 60 km/h ici, de ce côté de la ligne jusqu'à Vic-sur-Cère. En réalité, la vitesse normale de la ligne, c'est 75. Enfin, l'an 2000, elle est de 75 km/h pour les automoteurs. Là, elle est limitée à 60 à cause du mauvais entretien, malgré qu'elle ait subi des travaux de rénovation. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais visiblement, ça n'a pas suffi. Donc c'est pour ça qu'on est limité à cette vitesse. Donc ici, le frein rhéostatique fait très bien son travail. Le rail est bon, donc il maintient la vitesse à 60 km/h sans problème. Il n'y a pas d'enrayage, il n'y a pas besoin d'utiliser le frein pneumatique. On n'use pas les semelles, et ça descend doucement et on peut contrôler en douceur sa vitesse. Donc là, on vient de passer un premier palier qui est l'ancienne gare de Saint-Jacques, puisque maintenant on s'y arrête plus. Voilà, donc au franchissement du palier, on relâche légèrement le frein, puisque la voie est plane à cet endroit-là, puis ensuite on s'engage de nouveau dans la descente jusqu'à Vic-sur-Cère.
Donc là, on arrive au deuxième palier qui est la gare de Thiézac, donc qui constitue le deuxième palier de l'ascension quand on est dans l'autre sens. Et bien entendu, c'est une ancienne gare puisqu'on ne s'y arrête plus non plus, et qui est bien pratique puisque quand le rail est mauvais, pour pouvoir monter, on peut reprendre de la vitesse. Alors le sifflet dans les tunnels, parce qu'il y en a qui m'ont aussi posé la question. Donc on doit siffler avant d'entrer dans un tunnel et avant d'en sortir. En fait, c'est pas pour, c'est pour les gens qui travaillent sur les voies uniquement, puisque normalement on ne devrait pas avoir des gens hors des gens autorisés sur les emprises ferroviaires. C'est simplement pour avertir que le train arrive, parce que quand on est dans un tunnel, on peut pas se dégager comme on veut. Il faut se dégager seulement à l'endroit où il y a la niche, et donc on prévient pour que les gens qui seraient susceptibles d'être dans le tunnel aient le temps de se cacher sur les côtés, et également à la sortie, parce qu'un train qui est dans un tunnel, on l'entend pas arriver en fait. Si on se trouve juste à la sortie du tunnel, on peut être surpris. Donc sur les tunnels courts, il arrive qu'on siffle uniquement à l'entrée du tunnel, puisque si le tunnel est vraiment court, la personne qui va se trouver à la sortie du tunnel, elle va entendre le sifflet du train qui aura sifflé avant l'entrée. Donc voilà pour la petite réglementation concernant le sifflet sur les tunnels. Et voilà qu'on arrive de la gare de Vic-sur-Cère, donc le disque qui protège la gare de Vic-sur-Cère.
Et ensuite, on va arriver, donc c'est la dernière gare de la descente, on va dire, du Luran. Donc pourquoi on dit le disque qui protège la gare? Parce que entre le disque et le bâtiment voyageur, par exemple, de la gare, ou l'aiguille d'entrée, il n'y a plus d'autre signal. Donc en fait, c'est ce signal qui va être fermé au disque si l'agent de la gare veut protéger sa gare parce qu'il fait des manœuvres, etc. Et ça va imposer au conducteur d'arriver à une vitesse très réduite en marche à vue. Donc il va se tenir prêt à s'arrêter et quoi qu'il en soit, il marquera un arrêt avant la première aiguille de la gare pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque en fait. Et comme ça protège la gare. Donc au départ de la gare de Vic-sur-Cère, on va avoir une succession de courbes et contre-courbes qui vont nous limiter un petit peu en vitesse. Donc, et ensuite, on va se retrouver dans la grande ligne droite jusqu'à Arpajon, la ligne droite de la plaine en fait, et qui va nous permettre de rouler un peu plus vite.
Donc pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo que j'avais fait sur les X73500, la vidéo technique, ça a plu à pas mal de monde quand même, donc je vais essayer d'en faire d'autres mieux, donc qui vont me prendre plus de temps. Voilà, donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas de mes nouvelles pendant un moment, parce que ça prend du temps, les vidéos techniques, surtout si on fait du montage, etc. Donc je vais essayer de faire des machines, ça sera intéressant. Donc la 7002 ou la 22200, en fait c'est la même machine, sauf qu'il y en a une qui est bicourant. Mais après au niveau des appareillages ça change pas beaucoup. Donc je vais essayer de faire une première machine bien détaillée, ce qui facilitera pour les autres machines. Voilà. Et si vous avez des questions techniques, bon, j'essaye toujours de répondre dans les commentaires. C'est bien quand je peux le faire par l'intermédiaire d'une vidéo, parce que comme ça permet d'en profiter au plus grand nombre. Le plus grand nombre peut en profiter, parce que souvent il y a les mêmes questions qui reviennent plusieurs fois en fait. Et des bonnes questions, c'est normal, c'est logique. Donc nous voilà arrivés à la fin du voyage. Alors certains vont se dire que je l'avais déjà filmé, la ligne, etc. Ceux qui ont vu la série Voyage au cœur du volcan, mais l'ont vu. Mais je voulais la refilmer de nouveau entier pour qu'on voit la ligne, c'est-à-dire que pas du point de vue historique, mais du point de vue du conducteur avec les commandes, etc. Je trouvais que c'était un bon complément. Donc les images sont pas les meilleures, parce que c'est difficile, on choisit pas le temps, on choisit pas les machines, etc. Donc j'ai essayé de faire au mieux pour avoir les commandes et une belle vision du paysage, mettre les signaux pour que vous y voyez bien, comme ça vous pouvez analyser les situations, etc. de la signalisation sur cette ligne avec les gars.
Donc sur ce, je vous remercie pour vos commentaires, toujours plus nombreux et toujours aussi élogieux, c'est gentil. Et je vous dis à bientôt. Tu repars dans l'autre sens? Bah tu iras sans moi. Ça sera sans moi. Tu veux pas y aller? Non. Si on avait compris, je peux pas avoir en queue. Ouais c'est bon. Ouais il y en avait qu'un.